Nous sommes le 24 mai 2019. Ce matin-là, il est 8h05 dans une petite ville du Connecticut quand Jennifer Dulos dépose ses enfants à l'école comme elle le fait chaque jour. Puis elle rentre chez elle, gare sa voiture et plus rien. À partir de ce moment-là, elle ne répond plus au téléphone. Elle ne se connecte plus sur ses réseaux et ne vient pas chercher ses enfants. Mais alors, est-elle partie volontairement ? Ou est-ce qu'on a voulu donner cette impression pour cacher un secret bien plus sombre ? Bienvenue sur Dark Stories. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui à New Canaan, dans le Connecticut, aux États-Unis. New Canaan, c'est l'archétype de la banlieue américaine chic et discrète. Située dans le comté de Fairfield, dans le sud du Connecticut, cette petite ville résidentielle se trouve à environ 1h30 de Manhattan. Et ça se sent. Beaucoup de cadres supérieurs new-yorkais y vivent ou y installent leur famille. C'est calme, verdoyant et sécurisé. C'est typiquement le genre d'endroit où on laisse les enfants faire du vélo dans les allées, où les maisons ont des façades blanches, des clôtures impeccables et des boîtes aux lettres fleuries. Mais New Canaan, c'est aussi une ville d'apparence, le genre d'endroit où on se salue poliment au supermarché, alors qu'on couche avec le jardinier mineur. Non, ce n'est pas du tout inspiré de Desperate Housewives. Et c'est cette façade que Jennifer Dulos a choisi pour se reconstruire. Elle y a déménagé juste après avoir quitté Fotis, son ex-mari, en emmenant leurs 5 enfants avec elle. Elle voulait du calme et surtout un nouveau départ. Jennifer est née le 27 septembre 1968 à New York. Elle est la petite sœur de Melissa. Leur père, Howard Farber, a travaillé pendant 20 ans chez Chase Manhattan Bank, l'une des plus grandes banques américaines, où il a été vice-président exécutif. C'est un poste très haut placé, juste en dessous des dirigeants principaux. En 1975, il fonde sa propre société, la Howard Farber & Co. Inc., une firme spécialisée en obligations d'État, ces titres que les gouvernements émettent pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. C'est un homme reconnu dans le milieu de la finance new-yorkaise comme étant un expert des marchés obligataires. Il est régulièrement cité dans la presse économique et dans les années 70-80, il a une très grande influence sur la stratégie de placement et les mouvements du marché. En gros, il fait partie de l'élite financière de New York. La mère de Jennifer, Gloria, est une personne philanthrope qui utilise son temps, son argent et son influence pour soutenir des causes importantes pour elle. Avant ça, elle enseignait la pédagogie, la psychologie de l'enfant et les sciences de l'apprentissage dans l'une des meilleures écoles de formation pour les futurs professeurs ou les chercheurs en sciences de l'éducation. Elle avait vraiment le poste d'universitaire dans un cadre très élistique. Et dans la famille en général, on est plutôt orienté business. La preuve en est, dans les années 70, Elizabeth Claiborne, plus connue sous le nom de Liz, fonde avec son mari Arthur Hortenberg, donc l'oncle maternel de Jennifer, le frère de Gloria, la marque Liz Claiborne, une marque de prêt-à-porter qui va devenir un véritable empire de la mode dans les années 80 et 90. Liz Claiborne devient d'ailleurs la première femme PDG d'une entreprise cotée parmi les 500 plus grandes entreprises américaines. Vous l'aurez compris, Jennifer grandit dans un environnement riche, cultivé et exigeant. Très jeune, Jennifer se raconte des histoires, elle imagine, elle rêve et construit un monde parfait grâce à ses poupées. Elle projette déjà le type de vie qu'elle veut absolument, donc une jolie maison, une famille, des enfants bien habillés, un labrador, la piscine, le poisson rouge et les vacances sous les palmiers, vous l'avez compris. En grandissant, elle veut devenir dramaturge. Dès son adolescence, elle rêve d'une vie artistique et d'une carrière littéraire. Jennifer suit donc un parcours scolaire sans faute. Elle fait des études brillantes. Elle obtient son diplôme de Brown University en 1990, en section littérature et écriture. Après ça, elle s'installe à Manhattan pour passer son master en écriture dramatique à la prestigieuse Tisch School of the Arts de New York. C'est à cette époque et au moment où elle termine son master qu'elle rencontre Fotis Dulos. Ils se croisent pour la première fois à la fac lors d'un dîner organisé par des amis communs. Rien d'exceptionnel au début, mais il y a chez lui quelque chose qui intrigue. Un mélange de confiance, d'élégance et de mystère. Elle est brillante, discrète, douce, lui est un homme sûr de lui. Ils se perdent pourtant de vue pendant quelques années,
avant de se retrouver par hasard à l'aéroport d'Aspen. Après s'être recroisés, ils décident donc de se revoir et entre eux, ça fonctionne. Très vite, la relation devient sérieuse et Jennifer déménage pour s'installer avec son petit copain Avon et ils se marient en 2004. À ce moment-là, tout semble parfait, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont diplômés des meilleures universités et tous les deux issus de familles aisées. Fotis travaille dans l'immobilier de luxe, il a du charisme et il impressionne. Entre 2006 et 2010, le couple donne naissance à 5 enfants. 2 paires de jumeaux, Petros et Théodore et Christiane et Constantine, et la Benjamine, une petite Cléopatra Noël. Jennifer décide alors de mettre de côté ses ambitions artistiques pour se consacrer à leur vie de famille. La famille déménage à Farmington et Jennifer devient mère au foyer. Au quotidien, elle élève ses enfants avec une douce rigueur, une éducation structurée, le tout dans un foyer protégé et harmonieux. Et la famille fait des envieux. Ils vivent dans une ville huppée, ils ont une belle maison, un jardin immense, un terrain de tennis, les enfants vont dans une école privée, ils partent en vacances en Grèce et roulent à bord de gros SUV allemands, bref, le cliché du rêve américain, en tout cas pour certains. À partir de 2012, Jennifer se met à écrire des chroniques régulières pour le site Patch.com. C'est un réseau de sites d'actualité fondé en 2007 aux États-Unis. Chaque patch est dédié à une ville ou à un quartier en particulier. C'est un peu l'équivalent digital d'un petit journal de quartier. Jennifer, elle commence à écrire pour les éditions Avon et Farmington, donc 2 villes du Connecticut où elle a vécu. Dans les années 2010, Patch développe une section blog ouverte aux résidents. Donc c'est un espace moins journalistique, plus personnel, où les habitants peuvent publier des billets d'humeur, des réflexions et globalement des expériences de la vie. Jennifer en profite donc pour partager des textes semi-intimistes, donc un peu un journal intime mais public quoi. Donc sur le site, elle écrit pas des articles d'actu, mais des chroniques personnelles, souvent écrites avec un ton littéraire, parfois poétique, parfois teinté d'humour et parfois aussi de mélancolie. En parallèle de ces chroniques, pour Patch, Jennifer gère aussi son propre blog qu'elle appelle 5 Makes 7 en référence à sa famille. C'est une forme d'espace à part où là, elle partage par contre des pensées bien plus intimes, des fragments de sa vie de famille, des réflexions personnelles et des choses qu'elle ne publie pas ailleurs. Ces articles lui permettent de donner une voix à sa vie de maman où elle évoque notamment le manque de sommeil avec ses enfants et notamment avec sa petite dernière, Cléopatra Noël, alors encore bébé, et ses peurs en tant que maman. De manière générale, Jennifer est décrite comme douce, courageuse, organisée et très active. Et au fil des années, Jennifer laisse entrevoir à demi-mot une forme de fatigue. Dans ses articles de blog, certaines phrases changent de ton. Il y a moins de légèreté, elle évoque l'épuisement, les responsabilités qui s'accumulent, mais ce dont elle ne parle pas à ce moment-là, c'est que son couple bat de l'aile. Son mari Fotis est souvent absent à cause de son travail. Il voyage la plupart du temps, ou il rentre tard, et quand il est là, il se consacre à sa passion pour le triathlon et le ski nautique. Jennifer, elle, se sent de plus en plus seule. Elle doit assumer la maison, les enfants, les devoirs et la logistique familiale de manière générale. Pire, au printemps 2017, elle tombe sur des échanges d'emails et de photos entre son mari et une autre femme. À son retour, elle confronte Fotis à ses découvertes et le père de famille ne nie pas. Oui, il a rencontré quelqu'un et il est amoureux. Cette femme, c'est Michelle Troconis. Elle est originaire du Venezuela. Elle est plus jeune, elle est sportive et elle a une fille d'une dizaine d'années. Ils se sont rencontrés à Miami alors que elle était là-bas et que Fotis était en déplacement professionnel. Michelle est aussi passionnée de triathlon et de ski nautique comme Fotis. Jennifer encaisse d'abord la nouvelle, mais très vite, elle refuse de se laisser abattre. Elle veut protéger ses enfants, préserver sa dignité et surtout, elle ne veut pas laisser Fotis réécrire l'histoire. Parce que Fotis, lui, il commence à parler à leur entourage, à leurs amis communs. Il se présente comme la victime d'un mariage devenu invivable. Il n'a pas eu le choix que d'aller voir ailleurs. Et après leur rupture, il n'hésite pas à dire que Jennifer, elle est instable, qu'elle va pas bien, qu'elle est incapable de tourner la page. Et pendant tout ce temps, il s'affiche avec sa nouvelle compagne, Michelle, comme si leur famille n'avait juste jamais existé. Jennifer, elle choisit pas de rentrer là-dedans. Elle engage un avocat, elle demande le divorce et elle veut la garde exclusive des enfants. Elle quitte le domicile conjugal avec ses 5 enfants et s'installe donc à New Canaan. Là, elle veut tout recommencer à zéro, avec une nouvelle maison, une nouvelle école pour les enfants, un nouveau rythme. Le 24 mai 2019, après avoir déposé les enfants à l'école, Jennifer a un rendez-vous à 11h chez son médecin dans l'Upper East Side à New York. Mais elle n'ira jamais. Son médecin essaie de la joindre, sans succès. Lorraine Almeida, la nounou, essaie de la joindre à plusieurs reprises, mais sans succès. Jennifer était censée récupérer les enfants en fin de matinée pour les déposer chez leur grand-mère, sauf qu'elle ne répond pas.
Alors Lauren passe elle-même récupérer les enfants et les dépose chez Gloria, donc la mère de Jennifer. La grand-mère attend toute l'après-midi des nouvelles de sa fille, mais rien. Elle consulte même son agenda parce que Jennifer utilisait un calendrier partagé qu'elle rendait accessible à ses proches, notamment à sa mère Gloria, et la nounou pour l'aider dans sa vie quotidienne avec les enfants. Donc ce jour-là, Gloria sait que sa fille a rendez-vous chez le médecin. Et quand elle appelle la clinique, on lui confirme que Jennifer ne s'est jamais présentée. Aussitôt, Gloria sait que quelque chose ne va pas. C'est totalement contraire au caractère de Jennifer. Jennifer, elle est fiable, elle est méthodique, elle ne rate jamais aucun rendez-vous, en tout cas, jamais sans prévenir personne. Alors vers 19h, ils prennent la décision de signaler sa disparition à la police de New Canaan. Pour les policiers, c'est une disparition inquiétante. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller au domicile de Jennifer pour vérifier tout bêtement si par hasard, elle est tout simplement pas restée chez elle. Arrivé sur place, ils frappent, personne ne répond. La maison est fermée à clé, il n'y a aucune trace d'intrusion. Par contre, sa voiture, donc une Chevrolet noire, n'est pas là non plus. À première vue, Jennifer n'est tout simplement pas rentrée chez elle après avoir déposé les enfants. Et puis, à en voir ses derniers posts sur son blog, on découvre une Jennifer plutôt mélancolique, fatiguée et qui se sent particulièrement seule. Noël a gigoté, s'est retourné, s'est réveillé, rendormi, puis encore réveillé. Quelle nuit affreuse sans sommeil. Elle est revenue se glisser dans mon lit pour encore un peu plus d'insomnie. Le bébé s'est réveillé à 23h30. À 2h30 du matin, ma fille Christiane s'est jointe à nous. Du coup, le bébé n'a pas pu dormir. J'aimerais être quelqu'un de plus fort, mais j'ai juste besoin de calme, de paix et de tranquillité. Ne sois jamais le numéro 2 de qui que ce soit. C'est ce que mon père m'a toujours dit. Ce sont les mots d'une femme seule, fatiguée, visiblement en train de lutter constamment contre les difficultés du quotidien et qui se veut et se doit d'être forte. Alors Jennifer serait-elle partie d'elle-même? Aurait-elle, à un moment donné, décidé de tout quitter un beau matin pour sauver ce qui restait d'elle-même? Même si l'hypothèse est séduisante, elle va vite être balayée d'un revers de la main. Parce que vers 19h, la police localise la voiture de Jennifer. Elle est garée sur Lapham Road, à l'entrée du Waveney Park, à environ 6 minutes de route de chez elle. Le moteur est encore allumé, ce qui veut dire qu'elle n'est pas là depuis longtemps. Et Jennifer n'avait absolument rien à faire ici. Elle devait déposer ses enfants à l'école, puis se rendre directement à un rendez-vous médical à New York. Ce parc n'est même pas sur sa route. Pour un départ volontaire, elle serait sûrement allée plus loin qu'à 6 minutes de chez elle. Jennifer n'avait donc aucune raison d'être garée là, ce jour-là. Et à l'intérieur de la voiture, il n'y a rien. Pas de téléphone, pas de sac, évidemment, aucune trace de Jennifer. Alors les policiers retournent à son domicile et cette fois, ils entrent dans la maison. Quand ils passent la porte, ils découvrent une maison soigneusement rangée, sans aucun signe d'effraction, ni de lutte, visiblement. Puis en arrivant dans le garage, les agents remarquent des éclaboussures rouges sur le sol, autour de l'emplacement supposé du véhicule, sur la porte et sur un mur. On voit que les taches ont partiellement été nettoyées, mais pas suffisamment puisqu'elles sont encore bien visibles. Des échantillons sont envoyés au laboratoire pour une analyse ADN et ils sont sans appel, c'est bien celui de Jennifer. Et avec le sang de la mère de famille, un autre ADN est identifié. Mais alors, qui aurait pu en vouloir à cette mère de famille? Pour comprendre, les enquêteurs vont se tourner vers la personne qui avait le plus à perdre, son ex-mari, Fotis Doulos. Un homme charismatique en apparence, mais dont le comportement interroge. Leur divorce était en cours depuis près de 2 ans et la guerre autour de la garde des enfants était devenue impitoyable. Jennifer avait demandé la garde exclusive en dénonçant un climat de peur, des pressions et des menaces de la part de son mari. Fotis, lui, n'acceptait pas cette séparation. Il s'était lancé dans une nouvelle vie avec une autre femme, donc Michelle, mais refusait de laisser Jennifer reprendre la sienne. Et surtout, il refusait de perdre le contrôle. Fotis Doulos est né le 6 août 1967 à Istanbul, en Turquie. Il est le plus jeune d'une fratrie de 4 enfants. Avec ses parents, Petros Doulos et Cléopatra Nikolaïdos, tous deux d'origine grecque, il déménage à Athènes vers l'âge de 7 ans. En 1986, alors qu'il a 18 ans, il décide de s'installer aux États-Unis pour suivre des études supérieures. Il s'inscrit à la Brown University et obtient un bachelor en mathématiques appliquées et en économie avant de valider un MBA en finance et en business international à la Columbia Business School en 1997. Après l'obtention de son diplôme, il trouve un premier emploi chez Capgemini Ernst & Young, une firme de conseil en stratégie et en technologie. Il se fait la main, puis en 2004, il lance sa propre entreprise, la Four Group Inc., spécialisée dans la construction de maisons de luxe dans le Connecticut qu'il finance grâce à la famille de Jennifer. Cette année-là aussi, il se marie avec Jennifer. Il est décrit par ses collaborateurs comme un homme charismatique et élégant, mais aussi très émotif, rigide et qui est jamais content.
Certains le comparent même à Monsieur Rochester, ce personnage emblématique du roman Jane Eyre de Charlotte Brontë. J'ai lu ce livre quand j'étais au lycée, je crois, j'avais adoré au passage. Bref, si vous ne connaissez pas l'histoire, Jane Eyre, c'est l'histoire d'une orpheline maltraitée par sa famille adoptive, puis envoyée dans un pensionnat. Mais Jane, elle est déterminée, c'est une femme brillante, et un jour, elle est engagée comme gouvernante dans une grande demeure, c'est là qu'elle rencontre Edward Rochester, son employeur, un homme mystérieux, cultivé, séduisant, mais aussi insaisissable. Il est charismatique, mais imprévisible, puissant, mais tourmenté, et Jane tombe peu à peu amoureuse. Sauf que Rochester cache un terrible secret dans les murs de sa maison, un secret qui pourrait tout faire basculer. Rochester, c'est l'archétype du séducteur à double face. Il fascine, il trouble, mais il met aussi mal à l'aise. Et certains disent que Fotis Dulos, avec son charme, son pouvoir, sa part d'ombre, lui ressemble beaucoup. Quand la procédure de divorce est enclenchée en juin 2017, avec Jennifer, sa future ex-femme, le décrit elle aussi comme un dominateur, un manipulateur, un personnage imprévisible et capable de représailles extrêmes pour ne jamais perdre la face. Plus de 400 documents judiciaires seront déposés au cours des mois qui suivent. Une avalanche de contestations, de demandes, de contre-attaques. Le conflit est décrit comme sauvage, inexorable et sans concession. Jennifer a formalisé ses craintes envers Fotis dans plusieurs motions déposées devant la cour et exprime explicitement ses peurs pour sa sécurité en cas de divorce. Tous les documents montrent qu'elle avait anticipé le pire jusqu'à avertir les juges que son futur ex-mari pourrait réagir avec violence à leur séparation. Jennifer dira même « Je sais qu'en demandant le divorce, il va vouloir se venger ». Elle publie régulièrement ses craintes sur son blog. « Oh Noël, je sais que ça aussi, ça finira par passer, mais j'ai peur d'être dans un sac mortuaire d'ici là ». Jennifer a peur. Elle déclare devant la cour qu'elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants en précisant que Fotis affichait un comportement de plus en plus irrationnel, dangereux, intimidant et contrôlant. Fotis lui refuse toute concession. Il veut la garde partagée. Il nie toute forme d'abus. Pour lui, Jennifer invente tout. Mais pendant ce temps, Jennifer, elle documente. Elle rassemble les preuves de l'adultère de son mari, les échanges mails, les photos, les localisations GPS. Elle témoigne, elle alerte, elle parle de la peur, de son stress, du contrôle que Fotis exerce, même à distance. Par exemple, il insiste pour voir les enfants à des moments imprévus. Il leur glisse à demi-mot qu'ils peuvent ne pas obéir à leur mère. Il met la pression au nounou. Il cherche en fait à atteindre Jennifer psychologiquement par tous les moyens. Et pendant qu'il mène cette guerre judiciaire, il s'affiche publiquement, toujours avec sa nouvelle compagne. Il poste des photos, même avec les enfants parfois, comme si la vie reprenait son cours et que Jennifer n'existait plus. Elle obtient finalement la garde exclusive des enfants en mars 2018, alors que Fotis conserve une garde légale partagée et sous surveillance. Et pour couronner le tout, au moment de la séparation, Jennifer quitte la maison conjugale avec ses 5 enfants. Elle s'installe donc dans la location à New Canaan. Mais même si elle ne vit plus dans la maison familiale, elle cherche à la garder pour ses enfants. Donc, elle veut éviter que Fotis ne la vende dans son dos et fait son possible pour garder la maison. Ça veut dire en gros qu'à ce moment-là, Fotis risque l'expulsion et la perte du bien. Et puis souvenez-vous, Jennifer vient d'une famille très aisée. Une grande partie des ressources du couple provient des fonds familiaux et de prêts de la famille Farber. Donc, Fotis allait perdre toutes ses sources de revenus, y compris sa société, en grande partie financée par des prêts personnels de la famille Farber à hauteur de plusieurs millions de dollars. Jennifer dépose aussi une plainte pour non-remboursement de prêts d'un montant d'1 700 000 $ que Fotis devait à son père. À cause de cette plainte, il risque donc des poursuites pour fraude ou mauvaise gestion, la faillite de l'entreprise et la saisie des actifs. Alors très vite pour les enquêteurs, il y a une évidence qui s'impose quand même, c'est autour de lui que l'étau va se resserrer. Sauf que Fotis a un alibi. Ce jour-là, il explique qu'il est resté chez lui, à Farmington, dans sa maison, pour travailler avec un employé, Paul. Il n'a pas quitté les lieux de toute la matinée. Et son employé confirme, il était bien avec Fotis ce matin-là. Sa compagne Michelle explique elle aussi qu'elle a vu Fotis toute la matinée, ils ont pris une douche ensemble aux alentours de 7h du matin, ils ont pris le petit déjeuner et elle ne l'a pas vu quitter la maison de toute la journée. Alors les enquêteurs vont faire appel à quelque chose de redoutablement efficace, les caméras de vidéosurveillance. Sur les images capturées le soir du 24 mai 2019 à Hartford, sur Albany Avenue, les enquêteurs identifient clairement Fotis, puis Michelle, qui déposent des sacs poubelles noirs dans plus de 30 bennes réparties sur environ 6 km. Après avoir identifié les bennes utilisées, les enquêteurs vont les fouiller une par une, parfois dans des conditions extrêmes, certaines bennes
avaient déjà été vidés partiellement, mais d'autres étaient remplis de déchets alimentaires, de déjections, de détritus en décomposition, le tout sous un soleil de plomb. Enfin, les conditions sont compliquées quand même, hein. Mais leur courage ne sera pas vain, puisqu'ils retrouvent des vêtements de femmes déchirés, des éponges gorgées de sang, des masques, des gants, des cercables ensanglantés et surtout des traces ADN de Jennifer. Et en comparant l'ADN retrouvé dans le garage et celui qui est sur les objets retrouvés en plus de celui de Jennifer, c'est le même. Et à qui appartient celui retrouvé sur les vêtements de femmes, les masques, etc. Fotis, évidemment, vous l'aviez deviné. Et forcément, dès qu'on cherche dans une direction, on trouve des choses intéressantes. Le véhicule conduit par Fotis est repéré à New Canaan, près de la maison de Jennifer, le jour même, vers 8h05 du matin, soit à peu près l'heure où Jennifer était censée partir de chez elle. Entre 8h05 et 10h25, le téléphone de Fotis est inactif. Une période creuse, juste au moment du crime supposé, ce qui éveille immédiatement les soupçons des enquêteurs, évidemment. Et enfin, on l'a vu le soir même, il est capté par plusieurs caméras à Hartford, en train de jeter plus de 30 sacs poubelles dans les bennes avec Michelle. Face à ces éléments, l'employé avec qui il était censé être ce matin-là flanche. Il revient sur sa déposition et explique que Fotis lui a demandé de mentir, de dire qu'ils avaient passé la matinée ensemble. Ce matin-là, en fait, il aurait emprunté son pick-up, un Toyota Tacoma rouge, et à son retour, Fotis aurait demandé à faire nettoyer la voiture avant de la rendre à Paul. Il aurait ensuite demandé à son employé de remplacer les sièges du véhicule parce qu'il y avait des tâches suspectes, selon lui. Le problème, c'est que pour le moment, il n'y a toujours pas de corps. Et techniquement, pas de cadavre, pas de crime. Alors, c'est un principe bien connu, hein, mais c'est pas une règle absolue. Néanmoins, dans cette affaire, pas de cadavre, pas d'heure précise du décès, pas de cause officielle de la mort, pas de scène complète, ça veut dire aucune certitude juridique. C'est une affaire de disparition, jusqu'à preuve du contraire. Le 4 juin 2019, Fotis Dulos et Michelle Troconis sont arrêtés pour altération de preuves et entrave à la justice. Quand Michelle est interrogée, elle soutient son compagnon un temps, mais craque rapidement. Au début, elle raconte la même chose, elle a passé la journée avec lui, ce jour-là, blablabla. Sauf que les enquêteurs ont déjà les images, et ils ont tout en leur possession qui montre le contraire. Et face à la vidéo du pick-up qui s'arrête quand même plus de 30 fois pour jeter des sacs poubelles, Michelle explique que elle se souvient pas d'avoir fait autant d'arrêts, elle était probablement trop collée à son téléphone, alors qu'au passage, on la voit clairement sur la vidéo ramasser quelque chose par terre. Mais passons. Quand on lui montre la vidéosurveillance, où on voit Fotis à 8h05 à proximité du domicile de Jennifer, elle raconte finalement que non, il y a erreur, c'est pas Fotis qu'elle a vu le 24 mai. C'est Kent Mehiney, un partenaire professionnel de Fotis. C'est à se demander avec qui elle a pris sa douche le matin même, quand même. Kent, c'est un avocat du Connecticut. Il a cofondé avec Fotis la société Ford Group Inc. Finalement, quand la police lui montre les preuves ADN, elle finit par reconnaître que oui, elle a vu les sacs, elle a vu Fotis nettoyer une tâche, et oui, elle a modifié sa version plusieurs fois. Michelle est relâchée sous caution, mais placée sous surveillance, les éléments n'étant pas suffisamment accablants pour la mettre en détention. Fotis Dulos, lui, garde le silence, il nie tout, et lui aussi est relâché sous caution. Tous les deux ont interdiction de communiquer entre eux, et Fotis a interdiction de voir ses enfants. Dans une interview pour NBC New York, il va même jusqu'à dire qu'il s'inquiète énormément pour sa future ex-femme et qu'il espère qu'elle sera retrouvée en vie. J'ai eu des différends avec Jennifer, comme beaucoup de gens le font quand ils traversent un divorce. Ça n'a pas marché pour nous, mais ça ne veut pas dire que je lui souhaite du mal. Je ne peux pas parler de ce qui se passe. Alors, les gens prennent les informations qu'ils voient, des arrestations, des mandats d'arrêt, et ce qui est rapporté dans la presse, et ils en tirent leurs propres conclusions. Pour eux, je suis déjà condamnée. Je sais ce qui s'est passé, mais je préfère ne pas parler. Les policiers continuent leur enquête. Ils trouvent chez Michelle des feuilles écrites à la main et qui ressemblent à des brouillons d'alibi. On y découvre une sorte de chronologie fabriquée type 6h40 réveil, alarme sonne, 6h45 douche ensemble. Mais la chronologie a un trou, et un gros trou. Elle ne mentionne jamais Hartford, là où Fotis a été vu le soir même, en train de jeter les sacs poubelles. Quand la police lui demande pourquoi, Michelle répond qu'elle allait écrire, mais qu'elle a été interrompue. Bien sûr, c'est pratique d'avoir été interrompue, pile au moment d'écrire le lieu où on sait que Fotis a jeté les preuves. Les enquêteurs reconstruisent donc ce qu'ils pensent être la vraie chronologie. Elle commence dans la nuit du 24 mai, le jour où Jennifer disparaît. Vers 5h30 du matin, une caméra filme un pick-up rouge appartenant à Paul en train de quitter la maison de Farmington, donc celle dans laquelle vivait la famille avant le divorce. Le sergent Kenneth Vesey pense que Fotis est au volant. Le pick-up roule vers Newcastle, là où vit Jennifer. Vers 7h50, le pick-up est repéré près de Waveney Park, à seulement quelques kilomètres de chez Jennifer.
Il se gare à proximité de la maison et là, il attend que son ex-femme rentre après avoir déposé les enfants. À son arrivée, elle entre dans le garage avec sa voiture. Fotis, caché dans la maison, ou en tout cas à proximité, lui aurait sauté dessus. L'agression est particulièrement violente, à en croire les nombreuses traces de sang dans le garage. Évidemment, pas de corps, pas de cause de décès, donc pas d'arme du crime. Ensuite, il aurait transporté son corps dans le pick-up. Il serait ensuite rentré avec le Toyota pour récupérer la voiture de Jennifer. Les enquêteurs pensent que Fotis a amené un vélo dans sa voiture et qu'il a parcouru les kilomètres à vélo entre l'endroit où il a mis la voiture de Jennifer et son domicile. Une fois fait, il revient au niveau du Toyota, charge le vélo et nettoie la scène de crime. Pendant ce temps, Michel est resté à la maison. Fotis a volontairement laissé son téléphone et avait même programmé un appel avec un ami en Grèce. Quand cet ami appelle, c'est Michel qui décroche le téléphone. C'est pratique. Si quelqu'un appelle Fotis et qu'on regarde les relevés téléphoniques, alors tout laisse penser qu'il est chez lui à Farmington, à des dizaines de kilomètres de New Canaan, au moment même où il est soupçonné de tuer Jennifer. Mieux encore, pendant tout ce temps, Michel manipule volontairement l'appareil. Elle le verrouille et le déverrouille pour générer de l'activité. À 12h22, le pick-up rouge revient vide. Peu après, Fotis retrouve Michel pour déjeuner. L'après-midi du 24 mai, Michel apporte des produits ménagers et des sacs poubelles dans une maison en cours de rénovation et propriété de Fotis. La maison se trouve au 80 Mountain Spring Road. Elle raconte que c'est pour préparer une visite, mais les policiers pensent qu'ils étaient en train de dissimuler les preuves. Elle aurait là-bas nettoyé, ou en tout cas tenté de nettoyer, des éléments contenant du sang de Jennifer, donc les vêtements et les outils qu'ils auraient déplacés après le crime. Elle aurait rempli les sacs poubelles avec des preuves compromettantes et aurait préparé les preuves à brûler. Les caméras de surveillance montrent Michel faire des allers-retours entre son logement et cette maison plusieurs fois avec des pauses de 5 à 9 minutes. Et surtout, de la fumée s'échappe de la cheminée de la maison de Farmington. Une attitude qui pose question, puisqu'on sait bien que c'est pas un feu destiné à se réchauffer, il fait 28 degrés dehors. Finalement, le 7 janvier 2020, donc un peu plus de 7 mois après la disparition de Jennifer, le procureur du Connecticut estime qu'au vu des éléments, Fotis est probablement responsable. Il est inculpé pour meurtre, enlèvement et obstruction à la justice. Et ce, sans corps. C'est rare, mais les procureurs estiment que les preuves circonstancielles sont accablantes. Michel et Kane sont eux aussi inculpés, mais les charges sont requalifiées en conspiration. Et si vous vous demandez pourquoi on ne parle de Kent que maintenant, je me suis posé la même question. Et en fait, son nom n'apparaît quasiment pas avant qu'il ne soit inculpé. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Kent, c'est un avocat qui a cofondé la Four Group Inc. avec Fotis. Ils sont proches, très proches, assez pour qu'en mai 2019, Kent accepte peut-être l'inacceptable. Les enquêteurs pensent en fait que Kent aurait participé à créer le faux alibi de Fotis avec la complicité de Michel. Et ils croient à cette hypothèse parce que le nom de Kent n'est pas totalement inconnu de la police. Quelques mois plus tôt, son ex-femme avait déposé plainte pour agression intime contre lui et aurait demandé une ordonnance de protection. Selon sa déposition, Kent l'aurait menacé sérieusement. Elle explique qu'il lui aurait parlé d'un trou creusé sur un terrain un peu isolé, en tout cas un trou suffisamment grand, selon lui, pour enterrer quelqu'un. Et elle a eu peur d'y être enterrée. L'endroit qu'elle décrit, il appartient à un ami de Kent. C'est un terrain en friche qui est dissimulé derrière des arbres et à l'écart de toute habitation. Les enquêteurs s'y sont rendus à cet endroit. Ils sont tombés sur un trou, un grand trou, fraîchement rebouché. Il est large, il est profond et il a visiblement été creusé à la main. Et à l'intérieur du trou, ils ont retrouvé une bâche, 2 sacs de chaux et un seau. Pas de corps, mais un véritable kit d'enterrement clandestin. Donc les enquêteurs sont persuadés que Kent est impliqué dans cette affaire. Sauf que le 28 janvier 2020, nouveau rebondissement. Fotis est assigné à résidence et porte un bracelet électronique. Ce jour-là, il a rendez-vous au tribunal du Connecticut pour une audience. Sauf qu'il ne se présente pas à l'audience. Quand la police se rend chez lui, à Farmington, elle découvre Fotis dans son garage, inconscient dans son SUV. Le moteur en marche, les portes fermées et une forte odeur de monoxyde de carbone. En fait, il a tenté de s'asphyxier. Les secours sont appelés et à leur arrivée, ils essaient de le réanimer, mais son état est critique. Il est d'abord transporté dans un hôpital local, puis transféré par hélicoptère à New York, au Weill Cornell Medical Center. Pendant plusieurs heures, les médecins ne savent pas s'il va survivre, et le 30 janvier 2020, Fotis Doulos est déclaré mort. Il avait laissé une lettre de fin de vie, dans laquelle il clamait son innocence et affirmait que ni Michel, ni Kent n'étaient impliqués dans la disparition de Jennifer. Avec sa mort disparaît aussi son procès et son secret. Kent, de son côté, malgré ce qui pèse sur lui, à savoir la fameuse fosse fraîchement creusée,
et les éléments présents dans la fosse, accepte un accord avec la justice. En échange de son témoignage contre les autres protagonistes, donc en l'occurrence à la base c'était Fotis et Michel, il plaide coupable d'un chef moins grave, donc celui d'entrave à l'enquête. Grâce à ça, le procureur gagne un témoin clé contre la seule accusée restante, Michel. Et Ken, de son côté, évite un procès et évidemment des charges bien plus lourdes. La seule personne donc qui peut encore être jugée à ce moment-là, c'est Michel. Son procès s'ouvre le 8 janvier 2024, soit près de 5 ans après la disparition de Jennifer. Et il est très attendu ce procès. D'abord parce que Fotis s'est donné la mort avant d'être jugé, et ensuite parce que Kent a passé un accord avec la justice pour éviter le procès. Donc Michel, c'est la seule qui reste pour pouvoir donner des explications et éclaircir tout ce qui nous manque dans cette affaire. Sauf que Michel, dès qu'elle arrive, elle plaide non coupable. Alors, à son procès, elle est jugée pour plusieurs chefs d'accusation. Complot en vue de commettre un meurtre, falsification de preuves, entrave à une enquête, mais évidemment pas de meurtre. Pendant le procès, les témoignages s'enchaînent. Parmi eux, celui de Lorraine Almeida, la nounou, qui décrit la lente dégradation du couple Jennifer-Fotis. Un jour, elle explique que Jennifer est arrivée dans la chambre d'un de ses enfants, complètement affolée, et elle a essayé de bloquer la porte pour empêcher Fotis d'entrer. Et Lorraine se souvient de son visage. Elle raconte que Jennifer avait peur, mais vraiment peur. Et c'est à partir de ce jour-là que Jennifer a commencé à élaborer une sorte de plan pour fuir le domicile familial avec ses enfants. Elle aurait même demandé à Lorraine d'organiser ce départ sans éveiller les soupçons chez Fotis, parce qu'elle avait peur de sa réaction. Et surtout, elle avait peur de ce qu'il pourrait faire aux enfants. Finalement, elle saute le pas, et ce, après la découverte de l'adultère de Fotis, et demande le divorce. Tout au long du procès, un mobile se dessine donc contre Fotis. Le divorce était particulièrement conflictuel, et Jennifer l'avait dit noir sur blanc dans ses documents juridiques. Il est dangereux et impitoyable quand il pense avoir été trahi. Il doit toujours gagner, à tout prix. Et cette fois, Fotis était en train de perdre. Il avait déjà dépensé des milliers de dollars en frais juridiques, son entreprise était au bord du gouffre, et surtout, il avait perdu la garde des enfants. En ce qui concerne Michel, ses sœurs et son père, un chirurgien de renom, la défendent publiquement et insistent sur le fait que Michel n'est pas une femme violente, qu'elle aurait probablement été manipulée par Fotis et qu'elle ne savait sûrement pas ce que contenaient les sacs. Fotis avait surtout l'habitude de mentir. Il lui aurait dit que Jennifer avait fui avec une autre identité. Après 6 semaines d'audience, 2 jours de délibération, le verdict tombe. Michel est reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre et de tentative de dissimulation de preuves. Le jury estime qu'elle a aidé Fotis à préparer, couvrir et peut-être même planifier la disparition de Jennifer. Le 31 mai 2024, elle est condamnée à 20 ans de prison, dont 14 ans et demi avant de pouvoir demander une libération conditionnelle de 5 ans. Les 5 enfants de Jennifer ainsi que sa mère étaient présents lors de la séance d'exécution de peine. Ils ont parlé de leur douleur et ont tous réclamé la peine maximale de 50 ans. À l'annonce du verdict, ils trouvent que la peine n'est pas suffisante. Pour eux, Michel est une lâche, une femme cruelle, voire maléfique. De son côté, Michel envisage de faire appel de cette décision puisqu'elle juge que les preuves ne sont pas suffisantes. Après la disparition de leur mère, les enfants âgés de 8 à 13 ans ont été confiés à leur grand-mère, Gloria. Aujourd'hui, ce sont de jeunes adultes et, selon leurs proches, ils sont en bonne santé et incroyablement résilients. Ils gardent un souvenir de leur mère comme une héroïne qu'ils porteront à jamais dans leur cœur. En octobre 2023, Jennifer a été légalement déclarée morte, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. Cette affaire est tellement énigmatique, je trouve. Déjà, on se demande évidemment où se trouve le corps de Jennifer. Son corps n'a jamais été retrouvé jusqu'ici. Pourtant, les forêts, les lacs, les décharges, les propriétés privées, tout a été passé au peigne fin. Mais on ne sait pas s'il a été déplacé, incinéré, dissous ou jeté quelque part. Beaucoup pensent aussi que Michel a eu un rôle bien plus important que ce qu'elle veut bien admettre. Et dans ce cas-là, quel était exactement ce rôle ? Et puis il y a Kent. Alors c'est mon gros problème depuis le début. Pourquoi il était là ? C'était quoi le plan exactement ? Qu'est-ce qu'il avait vraiment à y gagner dans tout ça ? C'est un peu le flou. Kent, je comprends pas trop son rôle et surtout pourquoi il a accepté si vite un accord avec la justice. Est-ce que c'était pour se protéger ou pour protéger des éléments bien plus compromettants ? Malheureusement, il y a tout un tas de zones d'ombre qu'on ne connaîtra jamais. En attendant, dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé. D'après vous, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Est-ce que Fotis était vraiment coupable ou pas ? J'ai hâte d'échanger avec vous sur cette affaire. En attendant, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire glaçante sur Dark Stories.